la grande édition du journal. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans le territoire de Wamba, dans la province de Haut-Tuélé. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 15 septembre. Fini les vacances parlementaires, les députés et sénateurs reprennent avec les hémicycles. Une session budgétaire attendue avec l'électricité dans l'air. Une pétition couvre l'Assemblée nationale contre quelques membres du bureau. Les discours inauguraux au Sénat et à l'Assemblée nationale en pain, mêlant espoir et besoin de plus d'engagement. L'approvisionnement en carburant dans les zones de l'Ouest est sécurisé. Une certitude de la ministre des Hydrocarbures qui a inspecté le week-end les installations de stockage des produits pétroliers de CEP Congo à l'Erexcom Petroleum. Il n'y a aucune rupture envisageable. L'insécurité bat son plein à Mongafula. Les cambrioleurs narguent les services de sécurité. En 30 jours, 6 habitations ont été dévalisées et un meurtre enregistré, opérant avec un calme olympien, tétanisant de stupeur toute une population abandonnée à son triste sort. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. À la Chambre haute du Parlement, l'ouverture de la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, a eu lieu dans un climat apaisé. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a salué d'entrée de jeu les efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt de la nation, avant d'appeler les sénateurs à appuyer l'approche préconisée par le chef de l'État, celle d'un dialogue inclusif et spécialement congolais. Janine Kalenga, Julien Piana et Bienvenue Doussala reviennent sur le temps fort. Rentrée parlementaire, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenkeye, a procédé ce lundi 15 septembre 2025 à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026. Dans un discours qui a balayé tous les aspects de la vie nationale, Sama Lukonde a indiqué que la présente session s'ouvre dans un contexte marqué par des enjeux importants pour la nation congolaise et a appelé les sénateurs à faire preuve de loyauté envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car le pays fait face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers. La présente session s'ouvre dans un contexte marqué par des enjeux importants pour la vie de notre nation. Notre pays fait actuellement face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers qui nécessitent des solutions coordonnées et pragmatiques. Face à ces défis, il incombe aux sénateurs, aux membres du bureau et à moi-même de faire preuve d'un engagement loyal aux côtés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, et garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Sama Lukonde, a félicité et encouragé la nouvelle équipe gouvernementale à s'investir pleinement au service de la nation. J'encourage cette équipe à s'investir pleinement au service de la nation, en menant des actions concrètes pour relever les nombreux défis auxquels nos populations sont confrontées. Sama Lukonde a salué les avancées diplomatiques caractérisées par quelques accords pour la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avant d'exhorter les sénateurs à plus de rigueur dans l'examen du projet de loi des finances de l'exercice 2026 et dans les suivis de son exécution à travers un contrôle parlementaire républicain. Et comme les sénateurs, les députés nationaux ont aussi retrouvé le chemin de l'hémicycle ce lundi 15 septembre. L'ouverture de la session ordinaire principalement axée sur l'examen et l'adoption du budget 2026, mais aussi plusieurs réformes d'intérêt national s'est déroulée dans un contexte politique et social relativement tendu. Le président Vital Kamerhe, dans son discours d'ouverture, a relevé l'importance de cette session qui se veut décisive pour l'avenir des finances publiques, la stabilité institutionnelle et la cohésion entre élus. Anime Balaka. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a planté les décors d'une session essentiellement consacrée
à l'examen du projet de loi des finances 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et des partenariats publics-privés. Évoquant les pétitions introduites contre les membres du bureau, le président Kamere a reconnu la légitimité de cette démarche parlementaire tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. Fidèle à son image de pacificateur, le président Vital Kamere a présenté ses regrets les plus sincères à ceux qui auraient pu se sentir froissés par son attitude. Ma trajectoire personnelle porte les témoignages de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions. Et en conformité avec le délai constitutionnel du 15 septembre, la première ministre Judith Suminwa a déposé ce lundi le projet de loi des finances 2026 entre les mains du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Évalué à 59 milliards de francs congolais, ce budget affiche une hausse de 16% par rapport à l'exercice précédent. Il trace les grandes orientations de l'action gouvernementale pour l'année à venir dans un contexte marqué par des fortes attentes socio-économiques. Anim Balaka, Patrick Badibanga. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamere le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Ce geste que vous venez de poser, ce geste républicain, qui va nous amener tout de suite vers le travail. Nous avons, depuis notre investiture, enregistré plusieurs rapports parlementaires, une mine d'or, qui vous permet de savoir ce qui se passe réellement dans le circonscription électorale de nos bases respectives, avec précision et pour y apporter des réponses. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale. La rentrée parlementaire de ce lundi au Palais du Peuple a posé un sérieux problème de mobilité. Les mesures sécuritaires prises ont carrément empiré la circulation routière dans la grande partie de la capitale. Oublions d'autres impératifs. À quoi ça ressemblait? Nous avons promené notre caméra. Idichala nous en parle. De tradition, les routes sont bondées tous les jours. Le lundi 15 septembre, date de la rentrée parlementaire,
C'est un pic. En plus des difficultés habituelles de transport, les impératifs sécuritaires pour plus de sérénité dans l'organisation de ces cérémonies de rentrée parlementaire ont imposé une restriction de circulation autour du Palais du Peuple. Entre le Palais du Peuple et le Centre culturel d'Afrique centrale, pas de passage. Entre le commissariat général de la police et le Palais du Peuple, pas de passage non plus. Ajoutez à cela la fermeture pour travaux de l'avenue Kassavoubou à hauteur du pont Kabu. Accéder au centre-ville devient un combat des gladiateurs, car les chauffeurs, qui d'ordinaire sont très courtois, le deviennent davantage. Les demi-terrains battent leur plein, les budgets des transports augmentent et celui des ménages en subit forcément le coup. Des gagnes petits, programme 2000 francs de transport pour un lundi matin, quand soudain le trajet coûte 2 ou 3 fois plus. Il est donc évident que les contraintes sécuritaires prennent en compte la nécessité de mobilité, qui est en fait le carburant de l'économie de la ville. Les impératifs scolaires, il y en a également. Les enfants qui vont et viennent sont soumis à d'énormes supplices. Ceux qui attendent les bus font face à un soleil de plomb et ceux déjà dans les bus à une chaleur suffocante alors qu'ils ont droit au repos. Il y a aussi un autre impératif de santé. Les ambulances transportant des personnes qui luttent pour rester en vie n'ont aucune issue. Prochainement, pensez-y, lorsque la seule bonne décision à prendre sera de barricader les routes qui sont déjà très nombreuses à Kinshasa. Et restons sur la route. Kinshasa est devenu un véritable chantier à ciel ouvert dans plusieurs communes de la capitale. Les caterpillars et autres gros engins de chantier déplacent des gravats, nivellent le sol, creusent la terre dans un rythme de réhabilitation des routes. Situation qui transforme le quotidien des populations en véritable calvaire, notamment pour les écoliers, les embouteillages monstres causant des retards à répétition et rendant l'accès aux établissements scolaires difficile. Entre espoir et mieux-être et frustration face aux désagréments actuels, Patricia Ongu, Anastasie Doumbou nous emmène sur la route. Regardez. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a vécu les embouteillages monstres suite aux différents chantiers de réhabilitation des routes ouverts à travers la ville-province Kinshasa. Une situation qui vient amplifier les calvaires du trafic pour les déplacements des élèves obligés de quitter la maison très tôt, vers 5 heures du matin, quand il fait encore sombre, avec tous les risques d'insécurité qui peuvent s'en suivre. Les parents et les élèves désemparés sous les coups de stress. Au fait, ces derniers temps, nous rencontrons vraiment une grande difficulté par le fait qu'on est en train de réhabiliter les routes. C'est pas mal. C'est bon de réhabiliter les routes parce qu'il faut reconstruire notre pays. Mais le mal en est qu'on a lancé les projets de réhabilitation de toutes les routes au même moment, sans toutefois tenir compte des périodicités. Parce que nous sommes pendant la période de rentrée scolaire. Il y a des enfants qui quittent la cité pour étudier à la Gombe, en ville. Comment est-ce que ces enfants-là vont rentrer à la maison en tant que parents? Un petit enfant qui va rester longtemps dans la rue alors qu'il est aux arrêts en train d'attendre les transports, ce n'est pas bon sur le plan sanitaire. Nous vous demandons d'accélérer avec ces travaux pour pouvoir terminer avec cette difficulté des embouteillages dans les routes. On a des difficultés pour aller à l'école, comme ça je me réveille tous les jours à 3 heures pour partir jusqu'à l'école. Il y a des difficultés, surtout ici à Mola. Pour prendre les transports le matin, c'est devenu difficile pour aller à l'école. Comme dans mon école, on sonne à 7h40. Si tu arrives après 7h40, tu as une punition. Mais imagine, moi, je me réveille le matin, je me lève à l'arrêt, il n'y a pas de transport. Quand j'arrive à l'école, on me punit. Pourquoi? À cause des retards, il y a des travaux à la route. Si on prend peut-être les élèves qui étudient à Kabomba, Monté-Mampico, les autres écoles, et les routes sont vraiment en chantier. Quand on arrive en retard, on a vraiment des punitions et l'école ne tient pas compte du chantier. Nous demandons aux autorités d'accélérer les travaux pour nous faciliter la tâche. Même aux parents, les parents qui quittent la maison vers 4h, 5h, 6h, admettons même 7h ou 8h. Arriver au travail en retard et leur chef, c'est facile. Les chantiers ouverts ici et là compliquent davantage la mobilité dans la capitale. Le cas de la commune de Bandalungwa, qui est l'un des échantillons de ces travaux pour les tronçons compris entre les ronds-points Molar, Bambol et Petit Pont, en direction de la prison centrale de Makala, aussi vers Inga et Tibang.
Tout à fait autre chose à présent. La ministre d'État en charge des hydrocarbures, Akassia Bandoubola, a effectué une visite d'inspection dans les installations de stockage de produits pétroliers des sociétés logistiques CEP Congo et l'Erexcom Petroleum dans l'objectif de s'assurer de la disponibilité des stocks et du bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans les zones de l'ouest du pays, particulièrement sensibles aux ruptures. Eric Abamba pour le commentaire. Samedi 13 septembre 2025, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akassia Bandoubola Mbongo, a visité les installations des sociétés pétrolières, des logistiques, à savoir CEP Congo et l'Erexcom Petroleum. La patronne des hydrocarbures a commencé sa visite dans les installations de CEP Congo dans la commune de la Gombe avant de prendre son canot rapide vers les installations de la société l'Erexcom Petroleum dans la commune de Maluku. Sur place, Akassia Bandoubola Mbongo a été accueilli par le staff dirigeant de cette société pétrolière. La ministre d'État a visité tour à tour les quais de LP Maluku, la pomperie de chargement qui est un lieu de dépotage et le laboratoire qui sert au marquage moléculaire. Après le visite de l'Erexcom Petroleum, la ministre d'État s'est rendue à l'aéroport international d'Njili où elle a visité les installations de CEP Congo HRS. Pour s'imprégner de la situation, la ministre d'État est allée à la base de CEP Congo Massina. Ici, le staff de la CEP Congo a fait savoir à la ministre d'État que cette base pétrolière est menacée par les habitations tout autour. La patronne des hydrocarbures, Akassia Bandoubola Mbongo, explique pourquoi elle a choisi les sociétés pétrolières des logistiques. Je suis satisfait de voir qu'il y a l'infrastructure existe. Nous discuterons éventuellement des difficultés rencontrées par certains logisticiens, entre autres la CEP et l'Erexcom Petroleum, pour voir dans quelle mesure le gouvernement peut accompagner et mettre des moyens pour que l'approvisionnement national soit efficace et qu'il n'y ait pas de rupture au niveau intérieur du pays. La ministre d'État a bouclé sa descente à Funa, commune de Maluku, dans un dépôt des produits pétroliers. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, en l'espace d'un mois à peine, 6 habitations ont été la cible des cambriolages à Mongafula, plongeant les habitations dans une peur grandissante. Une série d'attaques violentes perpétrées par des bandits souvent munis des fusils d'assaut et d'armes blanches qui opèrent en toute impunité sans être inquiétés par les forces de l'ordre. Les foyers censés être des lieux de refuge se transforment en scène des terreurs. Lors d'une de ces attaques, un père de famille a tragiquement perdu la vie tentant de protéger les siens. Un drame de plus qui met à rude preuve les capacités des autorités locales. Denbalaka Oscar Mbalkaïch. Les habitants de Mongafula ne savent plus à quel sens se vouer. L'insécurité devient de plus en plus grandissante. 6 maisons ont été cambriolées en l'espace d'un mois. Des voleurs à main armée ont su opérer sans être inquiétés par le service de sécurité de cette municipalité. Ces habitants qui se croyaient en sécurité dans leur propre maison ont été surpris par des bandits qui, en plus de fusils d'assaut, étaient armés de burins, marteaux et autres barres de mine pour défoncer les portes, quelle que soit leur nature. Un père de famille a été abattu devant sa femme et ses enfants alors qu'il tentait de se défendre. C'était une guerre ici. Les habitants de Mongafula en appellent au renforcement des agents de police pour sécuriser les personnes et leurs biens. À chaque tombée de la nuit, c'est la peur au ventre. Ces jeunes du quartier se constituent en lanceurs d'alerte et préfèrent passer la nuit à la belle étoile pour parer à toute éventualité. D'où cet appel à la mobilisation. Sensibilisons-nous suite à tout ce qui sévit depuis un certain moment, braquage, criminalité. Nous, jeunes de Mongafula, nous avons décidé d'agir face à cela en nous prenant en charge. D'où nous vous demandons de vous munir au minimum d'un sifflet pour alerter les personnes autour de vous afin de lutter face à cette vague. Pas une maison sans sifflet. Le seul mot d'ordre pour ces jeunes déterminés à se prendre en charge, c'est de disposer d'un sifflet pour signaler toute menace. Si un voisin est attaqué, nous devons tous faire usage de nos sifflets. Massangambila est en proie à l'insécurité, vous le savez, et nous devons nous souder les coudes pour y faire face. La police nationale congolaise est appelée à faire son travail.
Réinsertion, autonomisation et stabilisation des zones jadis en conflit. Le PDDRCS poursuit ses actions sur le terrain à Oicha, dans le territoire de Béni, au Nord Kivu. Une délégation du programme a visité plusieurs centres de formation professionnelle où les anciens combattants désormais engagés sur le chemin de la réintégration sociale sont formés à la coupe et couture, informatique et mécanique automobile. On fait le point avec Peggy Mukunda. Les ex-combattants bénéficiaires de formations professionnelles de centres de formation Bisengo 2 et Sediamou à Oicha, dans les territoires des Béni, viennent d'être honorés par la visite d'une délégation mixte du PDDRCS et ses partenaires. Conduite par le coordonnateur provincial AI du PDDRCS Nord Kivu, M. Ndaya Bagé Soukissa Joseph, à savoir que ce centre de formation professionnelle accueille les démobilisés, les jeunes à risque et les femmes vulnérables. La délégation avait pour mission de s'imprégner de l'évolution de la formation de ces ex-combattants bénéficiaires en formation en coupe et couture, en informatique ainsi qu'en mécanique automobile. Une évolution positive notée par la délégation malgré quelques ajustements suggérés par les apprenants et les encadreurs pour le respect du calendrier prévu. Les bénéficiaires ont saisi cette occasion pour exprimer leur gratitude envers les autorités du PDDRCS, les partenaires pour leur accompagnement offert, sans oublier le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son programme qui favorise leur réinsertion et leur réintégration communautaire. Parlons à présent de ce rendez-vous culturel de haute portée symbolique et diplomatique qu'a accueilli la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, la 11e édition du forum United Cultures, la République démocratique du Congo. Par le truchement de la ministre Yolande Elébé a pris part à ces assises. Elle a rappelé que la RDC est prête à jouer sa partition sur la scène mondiale avant de réaffirmer l'importance de la coopération culturelle internationale. Chimène de Dondo et Fanny Malonga. La 11e édition du United Culture Forum, tenu à Saint-Pétersbourg en Russie, a réuni deux ministres de la culture ainsi que des opérateurs et investisseurs culturels venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe. La République démocratique du Congo y était représentée par Yolande Elébé Mandembo, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui a conduit une mission riche en échanges stratégiques. Au cœur de son agenda, rencontre bilatérale avec son homologue russe, centrée sur la formation dans les industries culturelles et créatives ICC et au partage d'expertise en matière de préservation du patrimoine culturel. Prise de parole en session plénière, souligna l'influence culturelle de la RDC et sa position stratégique comme modèle d'unité dans la diversité. La RDC croit au pouvoir d'influence de la culture. Celle-ci ouvre de nouvelles possibilités à notre pays. Elle nous permet de porter un autre récit de la République démocratique du Congo, d'attirer des investissements dans le secteur de la créativité et nous positionner au-delà des rapports de force comme un acteur crédible de coopération innovante. Visite du musée de l'Ermitage, véritable temple de l'art mondial, marqué par de discussions techniques sur la conservation et la muséographie. La mission a également mis en lumière le lien historique entre la RDC et la Russie, né dans les années 1960 avec l'Université de l'amitié de peuple de Moscou, longtemps connue sous le nom d'Université Patrice Lumumba. Symbole d'une fraternité académique que la culture continue aujourd'hui de renforcer. Les travaux du forum se sont achevés en présence du chef de l'État russe. Le président Vladimir Poutine a officiellement clos cette 11e édition, saluant la vitalité des échanges interculturels et l'importance de la culture comme vecteur de dialogue entre les nations. Et la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, a reçu l'ambassadeur de France en RDC venu lui présenter le nouveau directeur général de l'Agence française de développement. Rémi Marceau a aussi émis le vœu de voir les Congolais riverains des forêts en tirer les dividendes. Guilain Kassou et Edith Chala, commentaire. Le monde respire grâce aux forêts congolaises et les populations qui en sont les gardiennes doivent être rétribuées. Ce n'est que justice. Mais il faut un plaidoyer pour convaincre les pollueurs et autres partenaires d'en tirer toutes les conséquences.
La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyange Ndambo, qui en a fait une de ses munitions dans la guerre contre le réchauffement climatique, peut compter sur la France, dont l'ambassadeur à Kinshasa, Rémi Maréchaux, estime que la préservation des forêts congolaises mérite une valorisation financière. Les enjeux globaux du changement climatique étaient de réserver notre première réunion au Congo pour définir un plan d'action, pour définir des urgences, de développer des programmes de long terme pour soutenir la protection de la forêt congolaise. C'est la mise en place d'un système de rémunération pour services environnementaux. C'est-à-dire que la réalité, c'est que la RDC, ses voisins et les populations de RDC rendent un service à la planète en préservant leurs forêts. Et que ce service qui est rendu à la planète mérite une rémunération. Et je pense que cette question de la rémunération des services environnementaux sera au cœur de la COP30. C'était également l'occasion pour l'ambassadeur de présenter Hervé Kona, nouveau directeur de l'Agence française de développement AFD en RDC. Des projets bilatéraux innovants sont au programme avec un renforcement du dialogue avec les partenaires. Il est apparu au cours de ces entretiens une nécessité d'un plan d'action d'urgence en lien avec les enjeux climatiques actuels en préparation de la COP30. Vers un tourisme panafricain sans barrière, le ministre Didier Mazenga a échangé avec une délégation ghanéenne dans la logique de la campagne pour l'unité africaine et la libre circulation sur le continent. Une belle trouvaille pour faire avancer le plaidoyer pour une Afrique sans frontières avec à la clé un visa unique et gratuit entre 38 États dont la RDC. Une initiative saluée à juste titre par le ministre du Tourisme. On fait le point avec Yulia Tunakov. Le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu a échangé ce lundi 15 septembre 2025 à son cabinet avec une délégation ghanéenne, membre d'une organisation panafricaine dénommée Trans-Africa Tourism and Unity Campaign, conduite par l'honorable Ras Moubarak. Cette délégation, soutenue par le gouvernement ghanéen dans sa campagne baptisée Afrique sans frontières ou Visa Free, est venue plaider auprès du gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires étrangères et celui du tourisme pour solliciter l'implication de la RDC dans cette campagne qui s'inscrit dans le cadre des initiatives conçues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et celle de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Nous prêchons un message d'unité. Nous prêchons un message d'unité, le tourisme au niveau de l'Afrique. Nous sommes en train de nous battre pour que les peuples africains voyagent au niveau de l'Afrique sans utiliser le visa. Et ça sera aussi une opportunité pour augmenter les entrées au niveau des hôtels parce qu'ils auront à payer les hôtels et c'est une opportunité aussi d'emploi de plus. Vous voyez, ce mouvement sans payer les frais de visa augmente la capacité au niveau du commerce. Je remercie sincèrement le ministre du Tourisme pour cet accueil chaleureux qu'il nous a réservé. La traçabilité et la transparence des opérations fiscales au centre des préoccupations. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le comité d'orientation de la réforme des finances publiques a réuni experts et partenaires pour évaluer le logiciel Logirad, un outil numérique utilisé par la DGRAD et les services d'assiette qui permet de mieux gérer le droit, taxes et redevances de l'État. Cédric Elina. Plus d'engagement dans la mobilisation des recettes non fiscales, la DGRAD s'y emploie. Son directeur général, Étienne Otoudi Lutula, est arrivé dans le Haut-Katanga. Une brève rencontre sous les paillotes de l'hôtel Pullman Grand Caravia avec les directeurs, chefs des divisions, chefs de bureau et chefs des ressorts. Le patron de la DGRAD a rappelé l'objet de son séjour de travail à Lubumbashi. Vient ensuite l'atelier d'évaluation du logiciel de gestion intégrée de droits, taxes et redevances, Logirad, 3 ans après son lancement en septembre 2022. C'était en présence de la vice-ministre des Finances et du secrétaire exécutif du COREF. Organisé par les comités de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, avec l'appui des partenaires au développement, cet atelier a eu le mérite d'arriver à déceler les faiblesses dans le fonctionnement du Logirad et de proposer des pistes de solutions. Les réclamations et ou plaintes enregistrées par la DGRAD là sur l'utilisation de la plateforme Logirad se résume en termes de non-affichage des notes de taxation des années antérieures, d'accès aux données intégrées entre la taxation
et l'ordonnancement pour faciliter la recherche avancée. Les logirades, dans son implémentation, fait partie du projet de la gouvernance financière et c'est aussi une plateforme de gestion informatisée dans la procédure de collecte des droits, taxes et redevances du pouvoir central et assure en même temps la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiette et la DGRAD. Et l'Empire du Soleil Levant veut resserrer ses liens culturels et spirituels avec la RDC. L'ambassadeur du Japon dans notre pays a été reçu à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbangu et Kiangani. La rencontre a eu lieu le 12 septembre, date historique marquant la naissance et l'arrestation du prophète Simon Kimbangu par le régime colonial belge en 1921. Iverson Kababa. La cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, au lieu spirituel de l'église kimbanguiste en République démocratique du Congo, a accueilli Hideto Shiagawa, ambassadeur du Japon en RDC. Le diplomate a été reçu en audience par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, accompagné de son conseiller direct, Papa André Mbenza Kiangani. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de respect et de coopération entre les représentations diplomatiques et les institutions religieuses majeures du pays. Le diplomate japonais a débuté la journée par la visite de 2 sites où sont implantées les écoles conventionnées kimbanguistes sous la conduite du conseiller principal au cabinet du chef spirituel et représentant légal en charge de l'éducation. Au site de Ngombe Kinsuka, l'ambassadeur a palpé la réalité des dites écoles et a promis d'y travailler au niveau de son ambassade pour le réaménagement des infrastructures. À l'issue de sa visite, le diplomate a pris part active au culte d'action des grâces du 12 septembre, commémorant à la fois la naissance de Papa Simon Kimbangu, le père du kimbanguisme, en 1887 et son arrestation par le pouvoir colonial belge le 12 septembre 1921. Ma présence ici témoigne de l'amitié et de la coopération entre nos deux institutions que le Japon souhaite poursuivre et renforcer dans l'avenir. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, a salué cette visite qui témoigne la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu à travers le monde. Le combat du père se voit aujourd'hui reconnu à travers le monde. Cette visite marque un geste de reconnaissance envers l'influence spirituelle, sociale et culturelle de l'église kimbanguiste, tout en ouvrant la voie à un dialogue interculturel entre le Japon et les communautés religieuses congolaises. Eux, ils ont été plébiscités par les organisations internationales pour la qualité de leur savoir. Les étudiants de l'université de Lubumbashi ont été présentés au recteur de cet alma mater, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba. Les étudiants de l'université de Lubumbashi sont venus mardi 9 septembre 2025 dans l'amphithéâtre Chintambo de la faculté de droit, rendant hommage leur recteur et le comité de gestion de l'UNILU pour une année académique réussie. Monsieur le recteur, nous vous disons merci. Vous avez été avec nous tout au long de l'année. Vous nous avez supportés en tant que père, en tant que professeur et aussi en tant que recteur. Madame la déléguée, qui a chaleureusement remercié tout d'abord l'objectif qui est de l'université, la science, celle sacrifiée par le professeur. Ils ont sué, ils se sont donnés corps et âme pour que nous puissions au moins clôturer l'année académique, pour que nous puissions avoir des lauréats et lauréates à l'université de Lubumbashi. Ces étudiants ont présenté les leurs qui ont gagné des prix à différents échelons. Au niveau international, 2 étudiants de la faculté de droit ont occupé la 2e place du concours international d'éloquence sur le droit international et humanitaire. Au niveau national, Linda Moutalamo a été élue 2e vice-présidente chargée des relations avec les universités au sein de la représentation nationale des étudiants. De son côté, l'assistante Raïssa Dia a été élue chargée des relations publiques à la représentation nationale des jeunes. Et ici, je voudrais bien vous exhorter à rêver grand, à aller au-delà de vos limites. Prenant la parole, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, a salué ces étudiants qui ont porté haut les couleurs de l'UNILU et qui marquent l'histoire de la RDC. Agir en toute responsabilité comme héritier du jubilé de platine
a-t-il lancé. Je voudrais saluer votre apport particulier et spécifique. Je salue au nom du conseil de l'université de Lubumbashi, du comité de gestion et du consortium des autorités à la base de vos facultés et écoles. Je salue votre victoire. Cette rencontre a été un moment de communion et de ressourcement entre le recteur, accompagné du comité de gestion, des doyens des facultés et directeurs d'école et des membres du conseil consultatif des étudiants de l'UNILU. Revenons à Kinshasa où les victimes des inondations des pluies diluviennes d'avril dernier ont été inhumées dignement. Regardez. La République démocratique du Congo a rendu ce samedi 13 septembre 2025 un dernier hommage aux 46 victimes des inondations meurtrières survenues le 4-5 avril et le 14 juin dernier à Kinshasa. Parmi elles, 7 enfants disparus prématurément. Au nom du président de la République et du gouvernement, la ministre d'État en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, a présidé cette cérémonie marquée par une grande solennité et une profonde émotion. Face aux familles éplorées, la ministre a présenté les condoléances les plus attristées de la nation, tout en reconnaissant les lenteurs administratives qui ont retardé le processus d'inhumation. Elle a rappelé la mise en place de commissions chargées d'identifier le corps et le coordonner, leur remise dans le respect de procédures légales. La cérémonie a été ponctuée par un dépôt symbolique de gerbes de fleurs et l'accompagnement de depuis vers leur dernière demeure. Une stèle commémorative a été érigée en hommage aux victimes de ces pluies diluviennes. Eve Bazaïba Massoudi a également profité de l'occasion pour appeler à renforcer la prévention de catastrophes naturelles, en interdisant notamment la construction anarchique et en améliorant les systèmes d'alerte précoce. Elle a par ailleurs évoqué d'autres drames récents, notamment dans la province de l'Équateur, où les vies humaines ont aussi été perdues. En prélude de cette inhumation, une veillée mortuaire inédite s'était tenue vendredi 12 septembre 2025 au centre féminin Marie-Antoinette à la 13e rue L'Unité industrielle. La ministre d'État y avait personnellement pris part, traduisant un geste de proximité et de solidarité envers les familles endeuillées. Enfin, la ministre a rassuré les familles dont le proche repose encore dans les morgues que d'autres inhumations seront organisées progressivement jusqu'à l'évacuation complète du corps. À travers cette cérémonie, l'État congolais a voulu honorer la mémoire de victimes et réaffirmer son engagement à mieux protéger les populations contre les catastrophes naturelles. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine l'adoption de l'avant-projet de budget adopté lors du Conseil des ministres, 20,3 milliards de dollars américains comme budget pour l'année 2026. L'opinion publique se demande quels sont les éléments qui concourent à une telle augmentation du budget de la RDC. Eh bien, la réponse, vous l'aurez juste après ce journal. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Wamba, dans la province de Haut-Tuélé et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba sous la direction de Oscar Mbalkaïj, rédigé par Gauthier Kessi, Edith Chala et Diane Balaka, Rodé Panda et André Njekal ont réalisé. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Bobo Anan Mokondi, demain 7h Serge Mata, 20h. Moi je vous reviens avec le même plaisir. Au revoir et à demain. Lorsque nous arrivons ici à 93, nous trouvons Malembe, directeur général de l'ISTI. Et il faisait déjà 20 ans qu'il était là. Et lorsque l'ISTI